Beaucoup sont parus dans des journaux, beaucoup Libération, Politis, un ou deux Le Monde. Il y a 2 inédits d'ailleurs. Enfin, Oui, deux qui ne sont pas parus, dont un qui devait paraître au Monde, et qu'ils ont refusé. qui sont appelés Performants. Qui m'ont commandé et qu'ils ont refusé. Il y a pas, ça, c'est il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines. D'autres sont parus sur des sites, dont un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Lundi Matin, que certains d'entre vous doivent connaître. Et puis, il y a aussi des textes plus longs, qui sont soit des préfaces, soit des communications à des colloques, des textes plus développés, plus développés. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore comme... Il semble que tu as fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Et ouais, c'est sûr que c'est difficile de parler de ce livre en général, puisqu'il éclate en plein de sujets différents. Alors, Il y a des lignes conductrices quand même, on va retrouver ça. Ah, c'est oui. vrai qu'il y a un côté un peu de texte épars, voilà, et qui ont été là recueillis. Voilà. Il faut vraiment le terme juste. Peut-être on laisse Amandine faire une lecture pour voir. Voilà. Pour vous donner ce qui fait un peu l'unité de tout ça, c'est probablement l'écriture, quoi, le ton. Alors, feu. S'il fallait faire une autobiographie, je dirais que ça remonte à quelque chose comme la classe de seconde. Je dois beaucoup d'ailleurs, je l'ai déjà dit mais je le répète, je dois beaucoup à mes camarades communistes de cette époque. Cette époque, la classe de seconde, c'est les années 50 pour moi. Et ben, c'est grâce à eux que je suis sorti de mon milieu où j'avais tout pour devenir un bourgeois normal, que finalement je n'aurais pas été, bien que j'ai fait des métiers qui ne soient pas les plus prolétariens qui soient. Hein. La chirurgie, l'édition, c'est pas vraiment des métiers où on a les mains calleuses. Mais bon, je considère que grâce à ces amis qui m'ont ouvert les yeux quand j'étais au lycée, je pense que ces yeux, je les ai jamais vraiment refermés. Alors, ça c'est pour la ligne. Maintenant, écrire, non. Je crois pas avoir jamais écrit avant de me lancer dans l'écriture de l'Invention de Paris. Ça, j'étais vieux déjà. J'avais plus de 60 ans. Et j'avais jamais rien écrit, au fond. Ma thèse. Mais rien de plus. L'Invention de Paris, c'est paru en 2002, j'ai dû commencer à écrire ça 3-4 ans avant, en 98-99. Donc l'écriture, voilà. Alors l'écriture d'articles. Une parole publique, comme ça, qui est encore autre chose qu'un livre. Oui. Ce qui est le cas dans... C'est dans la revue Esprit, le premier texte. Oui. Ça, c'était une commande. Le type, il y avait un numéro spécial d'Esprit. Esprit n'est pas un périodique auquel je contribue régulièrement. C'est la seule et unique fois où j'y ai écrit, mais c'était une commande. C'était un type qui était secrétaire général d'Albin Michel, qui m'aimait bien et qui a fait un numéro spécial sur l'état du livre et qui m'a dit, puisque tu as une expérience spéciale, puisque je venais de vendre les éditions Hazan à Hachette et de me retirer d'Hachette, il m'a dit, raconte comment ça s'est passé. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces quelques pages. Mais je suis pas sûr que ce soit le premier papier que j'ai écrit, mais je me rappelle plus. Le premier que j'ai, enfin, ça se situe aux Alsan, ça se situe au début du 21e siècle. Voilà. Je crois que l'affaire Tarnac c'est le moment fondateur. Et oui, et aussi
la question palestinienne. Ce sont deux sujets, deux thèmes qui m'ont obligé moralement à prendre position. Moralement. Qui m'ont obligé à prendre position. Il y a un auteur, mais malheureusement inconnu, très peu connu, connu de très peu plutôt, bien connu de très peu, c'est Paul-Louis Courrier. Les pamphlets de Paul-Louis... Hein? Qui est donc Paul-Louis Courrier, c'est un type qui a eu une carrière un peu à la Stendhal, officier d'intendance dans l'armée napoléonienne. En 1815, on le vire, bien sûr, de l'armée, comme de juste, et il devient vigneron en Touraine. Et là, il écrit des choses, il écrit des petits pamphlets. Il y en a un qui s'appelle, par exemple, « Plaidoyer pour les paysans qu'on empêche de danser ». Parce que, voilà, il le titre, il est bien. Oui. Non, mais c'est formidable. C'est vraiment dommage que ça soit si peu connu, Paul-Louis Courrier. Bon, je m'en réclame pas parce que c'était vraiment un très 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 bon écrivain. Avec l'ironie, avec le choix des mots, avec la justesse de ton, avec l'humour. J'ai mes amis politiques dans la littérature française et pas seulement. Disons ça commencerait à Diderot. Avant, on ne sait pas trop si c'est des amis. Hein, c'est plus compliqué. Du temps des perruques. Est-ce que... Hein, difficile à dire. Mais Diderot, c'est sûr. Ami, sûr. Ami. Stendhal, c'est sûr. Politiquement et littérairement, c'est complètement mélangé. La position politique de Stendhal et sa façon d'écrire sont vraiment... on peut pas les dissocier. La Chartreuse de Parme, c'est un livre profondément politique. Profondément politique. C'est un article qui s'appelle « Stendhal écrivait cela avec 2 L ». Ouais, il le dit dans La vie d'Henri Brulard. Et d'ailleurs, dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel écrit aussi cela avec 2 L, quand il est secrétaire de Monsieur de la Mole, qui regarde ça par-dessus son épaule et qui dit est-ce que j'ai pas fait une erreur de choisir un secrétaire qui écrit cela avec 2 L. Mais est-ce que ces auteurs-là t'ont permis de comprendre quelque chose du politique? Ou est-ce que pour toi, c'est eux qui en parlent le mieux? Donc, qu'est-ce que la littérature a de spécifique pour parler de ce qui se passe? Il me semble que la compréhension du passé, bon, c'est une banalité, je vais dire une banalité absolument répugnante, que la compréhension du passé est complètement indispensable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et dans cette compréhension du passé, je crois que la littérature est plus importante que l'histoire. Enfin, elle est l'armature de l'histoire. Même si on est... Moi, je suis de tempérament, de goût très, très historien, mais il y a un très bon auteur qui s'appelle Louis Chevalier, que nous avons publié à La Fabrique, qui était professeur d'histoire de Paris au Collège de France. Et sa spécialité, c'était d'être démographe. Alors, sa leçon inaugurale, que j'ai lue, que je me suis procurée, que j'ai lue, tout le monde s'attendait à ce qu'un démographe qui parle de l'histoire de Paris, il commence avec des chiffres. Et il dit, celui qui veut comprendre Paris au 19e siècle, c'est Balzac. Les statistiques, on n'en a rien à foutre. Et ben, je crois que c'est vraiment ça, quoi. Celui qui veut comprendre Paris au 19e, Balzac. Et toi, t'as pas écrit de roman, par exemple? Ah non, je suis tout à fait incapable d'écrire une ligne qui soit pas
peux pas écrire si c'est pas sur quelque chose. J'ai pas d'imagination. J'aimerais beaucoup, mais j'en suis totalement incapable. C'est comme si tu me demandais de devenir entraîneur de l'équipe de France de saut à la perche. Non, non, pas possible. Et dans les auteurs contemporains, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te met à distance? Alors c'est peut-être justement parce que les contemporains, ils sont contemporains, donc c'est pas l'histoire. Mais c'est pas la vraie raison, je crois. Est-ce que j'ai vraiment des amis comme Stendhal ou comme Balzac ou comme Baudelaire aujourd'hui? Beckett, mais il est pas d'aujourd'hui quand même. Bah, il est un petit peu mort depuis quelque temps. Oui, on peut dire qu'il n'est pas complètement notre contemporain. Mais dans les contemporains... Mais par exemple, Yannick Enel, je crois. Ah oui. Oui. Il y a lui. Oui, Yannick Enel qui a présenté son dernier livre, son dernier excellent livre, ici même il y a une quinzaine. Exactement. Ça s'appelle Tiens ferme ta couronne. Et vraiment, je ne saurais pas recommander suffisamment ce livre qui est vraiment remarquable. Et ben lui, oui. Alors lui, il a réussi un truc dans les deux livres de lui que j'ai lus, qui le mettent dans la filiation des écrivains qui sont, qu'ils le veuillent ou non, des historiens. Tout à fait. Il y a des polars aussi. Je sais pas, Jean-Patrick Manchette, mais qui n'est pas non plus. Mais il date un peu aussi. Pas tout à fait d'aujourd'hui, quoi. Hein, ça fait 30 ans qu'il est mort. Mais lui, on peut dire que les romans noirs de Manchette, ils en disent beaucoup sur la période sur laquelle où il situe ses actions, c'est-à-dire les années 70-80. Beaucoup. Jean Stern, c'est un type qui a passé toute sa vie dans la presse. Et pour répondre à... Je suis allé le voir, enfin on se connaissait, je lui ai dit, fais-nous, écris-nous pour la Fabrique un livre sur les journalistes. Il m'a dit non. C'est pas du tout sur les journalistes qu'il faut taper. Si tu publies un livre sur l'industrie, tu vas pas taper sur les ouvriers. Donc son livre s'appelle « Les patrons de la presse parisienne », sous-titre « Tous mauvais ». Et ils ne se sont pas améliorés depuis. Ça s'est encore concentré, c'est encore pire que ça n'était quand ce livre est paru il y a une demi-douzaine d'années. Donc, les journalistes... Que tu tapes un petit peu quand même sur certains, en tout cas. Et en particulier sur leur usage, il faut que je retrouve... Leur usage de ces mots caoutchouc qu'ils emploient considérablement. C'est l'article page 54, réponse à un malin. Où tu es très énervé dans celui-ci. Ben ça, il me cherchait des poux. C'était Geoffrin qui attaquait les gens de Tarnac. Là, et leur défenseur, c'est-à-dire moi. Un sombre... comment il dit dans les trois premières... un sombre... théoricien d'une sombre radicalité. Voilà, c'était moi. Donc là, je me suis lâché. Mais ils ont été corrects. Hein. Ils ont publié la réponse. Non, Libé, c'est pas les pires. Hein. Ils ont leurs défauts. Ils ont abdiqué beaucoup des idéaux du début de ce journal, sinon tous, mais disons quand même, ça reste un endroit où on arrive à passer des choses et où on n'a pas l'impression d'entrer chez l'ennemi. Moi, je voulais rester sur cette notion-là des mots en caoutchouc, dont tu parles vraiment pas mal. En l'occurrence, il y en a un qui me semblait te faisait bondir, c'était valeur au pluriel. Est-ce qu'il existerait une sorte d'histoire des usages de ce terme? Est-ce que ça a toujours été un terme fourre-tout en caoutchouc?
Ou bien est-ce que, selon ce qu'on y met, est-ce qu'il y a eu une époque justement où le terme de valeur pouvait avoir, sans faire de mauvais mots, une valeur? Peut-être, peut-être. Valeur au sens collection des choses bien. Peut-être. C'est un mot que tu n'emploierais jamais. Non. Mais il y a des mots qui ont une généalogie glorieuse et que j'emploierais pas. Aujourd'hui, je sais pas, le mot de vertu, qui est un des grands mots de la Révolution française. Robespierre parle de la Saint-Just, il parle de la vertu. Il faut voir ce qu'ils entendaient par vertu. Ça n'a rien à voir avec la vertu bourgeoise. Hein. C'est ces gens-là qui étaient imprégnés d'antiquité romaine, c'était la vertu, c'est-à-dire la force. La force, la constance dans les idées, oui c'est ça, la suite dans les idées, le maintien, et pas du tout la rosière de... Donc il y a des mots qui ont... Le mot d'engagement, qui a une belle généalogie sartrienne, aujourd'hui, je ne l'emploierai pas non plus. Engagez-vous dans la Légion étrangère. Non, on ne s'engage pas. Quand les spécialistes, ceux qui vraiment, disons, les diplomates, les journalistes qui traitent de cette question, les gens dont c'est le métier, ils savent que quand ils disent autorité palestinienne, ils savent qu'ils parlent d'un groupe dont la principale justification, la raison d'être, c'est c'est eux qui perçoivent l'aide internationale et la répartissent d'abord dans leur poche et aussi aux familles, aux fonctionnaires, aux nombreux fonctionnaires qu'ils emploient, et ça nourrit beaucoup de monde. Hein. Donc, ils sont, disons, une espèce de caisse de distribution du pognon des pays donateurs. Ça, c'est leur premier rôle. Leur deuxième rôle, c'est d'être les organisateurs d'une force armée qui défend les frontières israéliennes. La police de l'autorité palestinienne, ce sont des harkis. Ce sont des gens qui défendent la sécurité des Israéliens. Donc c'est leurs deux raisons d'être. Parce que leur légitimité, bon, ils ont été élus en 2006. Ça fait donc maintenant bientôt 12 ans. Il n'y a pas eu d'élection. Les élections qu'il y a eu entre-temps ont vu le triomphe du Hamas. Donc c'est une autorité qui n'a aucune légitimité. Et n'importe quel, je crois que je le dis, n'importe quel gamin qui pousse un cajot de tomates sur le marché de Naplouse sait très bien que l'autorité palestinienne, c'est rien du tout. Et alors pourquoi en France? Parce que c'est un... Si on dit, bon allez, il faut qu'il démissionne, non, ça suffit, ça a assez duré cette plaisanterie. Le statu quo sera ébranlé. La nature a horreur du vide, il faut bien qu'il y ait... donc, il faudrait le remplacer, donc ça ébranlerait le statu quo. Or, le statu quo arrange tout le monde. Ce statu quo qui est au fond la poursuite du processus de colonisation, de judaïsation de la Palestine, ce statu quo qui est la couverture de la judaïsation progressive de la Palestine, il arrange tout le monde, il arrange évidemment les Israéliens, évidemment l'autorité palestinienne, évidemment les États-Unis et les pays européens, évidemment les pays arabes, ça arrange tout le monde, à la notable exception du peuple palestinien. Mais je ne vais pas trop me lancer là-dedans parce que je vais être intarissable. Je voulais quand même te proposer s'il y avait un nouveau terme qui est apparu depuis 2015 que tu aimerais ajouter à ce glossaire. Mais le glossaire, par exemple,
retour à la table des négociations. Il n'y a jamais eu de négociation. Il n'y a jamais eu de négociation. Pour négocier, si je négocie avec toi l'achat massif de rayonnage entier de tes bouquins, je négocie, j'ai une possibilité, toi en as une autre, on discute d'égal à égal. Il n'y a jamais eu de négociation entre Israël et la Palestine, il n'y en a jamais eu. Surtout qu'en plus, quand parfois ils sont retrouvés à la même table, l'arbitre était du côté du plus fort. Les États-Unis, qui ont toujours fait arbitre dans ces discussions, ont toujours été, évidemment, du côté israélien. J'ai l'impression que petit à petit, la commune rentre dans... Alors, j'espère que ça ne sera jamais métabolisé dans le grand récit républicain, que ça ne deviendra pas une des images d'Épinal de la République française. Mais je ne suis pas complètement rassuré là-dessus. Je pense que le caractère vraiment transgressif, extraordinaire de cet événement risque, avec la façon dont c'est enseigné à l'école, ça risque de devenir une image d'Épinal. En revanche, il y a un événement dont je parle toujours, qui est une de mes marottes, qui, lui, alors, reste un événement complètement méconnu, c'est l'insurrection de juin 1948. Ça, vraiment... je ne crois pas que j'en parle. Il n'y a rien là-dessus dans ce livre. C'est étonnant, parce qu'en général, je m'arrange toujours pour le placer. T'as censuré ta marotte. Mais c'était vraiment 4 journées extraordinaires où le prolétariat parisien tout seul, à la différence de la commune où le prolétariat était épaulé, fortement épaulé par une partie, disons, bohème de la bourgeoisie. Les Vallès, les Courbet, les Delescluze, tout ça, c'était pas des ouvriers, c'était des intellectuels, c'était des bourgeois. En juin 1948, niet, personne. Les chefs de barricade, c'était des cordonniers, des typographes, des ouvriers. Et ce prolétariat a failli gagner. Au bout du surlendemain matin de l'insurrection, ils avaient la moitié de Paris. Alors après, évidemment, le fait de ne pas avoir de direction un peu compétente, générale, a fait qu'ils n'ont pas poursuivi l'avantage comme il aurait fallu. Et ils ont été massacrés, des ruisseaux de sang, massacrés par milliers, fusillés, massacrés, emprisonnés, exilés. C'était une insurrection dont la répression a été épouvantable. Et qui est oubliée. Parce qu'il n'y a pas... Pardon. Vas-y. Elle est oubliée parce qu'il n'y a pas de figure à quoi se raccrocher. La commune, il y en a plein. Il y a Louise Michel, il y a Vallès, il y a Courbet, il y a plein d'amis comme ça, dont la figure, dont la personnalité fait qu'on se raccroche. Là, personne. Que des anonymes. C'est pas bon ça, pour être repris par l'histoire, d'être une bande d'anonymes. Ce texte sur Tout le monde déteste la police, je dois dire, m'a valu même pas une opposition, un ricanement général. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Tout le monde. Je connais personne qui me dit « mais oui, mais au fond, il a raison. » Personne. Alors, seul contre tous, c'est évidemment problématique. En 2 mots, ce que j'essaye d'expliquer dans ce texte, c'est de dire aucune insurrection du passé n'a réussi sans qu'à un moment donné, une partie des forces de la répression passe du côté de l'insurrection. C'était vrai pendant la Révolution française. Si les gardes françaises, qui étaient le régiment du maintien de l'ordre à Paris, les gardes françaises, c'était un régiment vraiment parisien, composé de Parisiens et dédié
au maintien de l'ordre à Paris. Et bien les gardes françaises sont passées du côté de l'insurrection avec leurs officiers et leurs canons. Si la garde française n'était pas passée du côté de l'insurrection, on n'aurait pas pris la Bastille. Jusqu'à la révolution égyptienne. Bon, ils ont mis le temps. Et c'est pas la police qui est passée, c'est l'armée. Et puis elle n'a pas complètement perdu le contrôle des événements, la suite l'a montré. Mais enfin, à un moment donné, les forces répressives en Égypte ont laissé faire. Après avoir tué plein de monde, ils ont dit bon allez, on arrête, on laisse faire. Alors ce que j'ai essayé de dire, c'est tout le monde déteste la police. Ça veut dire considérer la police comme un ensemble homogène, c'est une erreur. Quand on dit la police, bien sûr il y a les BAC, les brigades anticriminalité, ça c'est des nazis, bon ça c'est clair. Mais ceux qui se baladent par trois là sur le boulevard de Belleville ou sur le boulevard de Ménilmontant et qui chassent, confisquent les réchauds de maïs des Arabes qui font griller le maïs. Ceux-là, est-ce que ce sont forcément de méchantes gens? Non. Les CRS qui sont... Les CRS du Lot-et-Garonne qui viennent réprimer des manifestations en banlieue parisienne, est-ce que c'est tous des... Alors, on dit, la moitié des forces de l'ordre, police, CRS et compagnie, la moitié vote FN. La moitié. Et l'autre moitié... Même si ceux qui, à l'intérieur de la police, au fond, n'en pensent pas moins, même s'ils sont minoritaires, ben, depuis quand on méprise les mouvements minoritaires? Et nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas un mouvement minoritaire. Hein. Donc, je considère que tout le monde déteste la police, c'est un slogan idiot. Voilà. Et on s'est ri de moi quand j'ai dit ça. Mais bon, gentiment. C'est vrai que le niveau de nocivité de la police s'est notablement accru ces dernières années, c'est clair. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais est-ce une raison pour continuer à la considérer comme un bloc homogène sans, à l'intérieur, clivage qu'il faudrait au contraire tâcher d'élargir? Et peut-être dans un deuxième... Enfin, je ne vais pas discuter avec toi, pardon. Mais peut-être dans un deuxième temps et pas au moment de la manif. Quoi. Ah non, pas au moment de la manif. Quand on est quand on prend les lacrymogènes sur la gueule, c'est pas le moment. Donc c'est ce slogan-là qui vient le plus juste, quoi. Oui. Et qu'il y ait eu un virage, disons, les années Sarkozy. Et ça peut pas être plus en amont. Pour toi, c'est vraiment à ce moment-là. Il me semble qu'il y a eu à ce moment-là un durcissement, que l'État s'est mis à piétiner lui-même son propre droit. Le cynisme. Il me semble que c'est à ce moment-là que c'est apparu. Jusque-là, costume 3 pièces, costume sombre, cravate, on respectait en apparence le droit qu'on avait institué. Là, non. Des gens comme Hortefeux, des gens comme Éric Besson, c'est des gens qui s'en foutaient complètement de droit. Les événements, là, ils sont presque postérieurs. Les événements actuels sont presque postérieurs au livre. Mais les événements de 1921, ça aussi, ce sont des événements qu'on connaît très mal. Il y a eu une révolte menée par un type qui s'appelait Abdelkrim, qui a écrabouillé cette révolte, cette armée qu'il a organisée,
a écrabouillé les Espagnols, qui étaient dans le coin, hein. Des milliers de morts, et le général espagnol s'est suicidé. Enfin, c'était vraiment une des routes pitoyables des Espagnols face à ces paysans. Et les Français, commandés par Lyautey, puis Pétain. Parce que Lyautey, il n'était pas trop... Cette guerre lui plaisait pas trop, donc on a mis Pétain à la place. Et Pétain... les Français ont gagné sur les Rifains, sur la République riffaine, par l'utilisation des bombes à hypérite. Il devait rester des stocks. Et ils les ont largués. Et ça a fait énormément de dégâts, évidemment, l'hypérite. Et c'est comme ça que cette révolution riffaine a été écrabouillée en 1921, après avoir gagné sur les Espagnols et gagné sur les Français. Et ça a été la première et dernière fois où le Parti communiste français a été vraiment extrêmement actif dans la lutte anticolonialiste. En particulier les jeunesses communistes, qui étaient menées par un type qui s'appelait Jacques Doriot.